Bonjour, bienvenue à M l'été, à 3 semaines de la fin de notre saison estivale, ici même à Canal M. On va profiter au maximum de la période des vacances avant qu'on commence à nous parler de la rentrée. C'est néanmoins le retour au travail aujourd'hui pour bon nombre de vacanciers. Cela dit, une émission qui sera fort intéressante, des invités qui sont passionnés, qui nous parlent de sujets et d'événements qui sont toujours d'un grand intérêt. On discute avec une autrice, illustratrice, BDiste, qui aime tout particulièrement, dis-je bien, sa planète et se veut une grande vulgarisatrice. Vous comprendrez qu'il y a bien des, il y a bien des pièges ici, là. Alors voilà. Alors c'est sur des thèmes souvent progressistes. Alors aussi une fondation qui fait des ponts entre les générations, de même qu'un événement incontournable de l'été à Montréal qui célèbre la fierté. Et enfin une aire de jeu, de spectacle, de détente et de verdure à Laval. C'est tout cela aime l'été. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Chloé Germain-Terrien pour parler de son travail et de son engagement en tant qu'autrice de bande dessinée documentaire et notamment de Planète vivante, la crise climatique, comprendre et y faire face. Également, nous accueillerons Alain Desbiens qui a mis sur pied la Fondation Sony qui éveille les jeunes au bénévolat et au partage des connaissances et des expériences de vie entre les générations. Fierté Montréal a pris son envol jusqu'au 11 août, une occasion de discuter du volet communautaire du festival avec le directeur général Simon Gamache. Mais d'abord, pour une deuxième année, la Ville de Laval vous accueille à la station culturelle Momo. On va retrouver dans un instant Frédéric Kervadec pour nous présenter cet espace unique qui veut faire vibrer, oui, le centre-ville de Laval avec des activités et des spectacles, mais aussi devenir un lieu d'échange, de détente et de rencontre. Voici Aime l'été. Il faut être indulgent, c'est le début de semaine, après tout, bon. Je sais pas si la fin de semaine a été difficile. Je pense que quand même, a été occupée beaucoup, et puis... Mais t'as passé un bon week-end. Oui, tout à fait, alors c'est ça, mais là, les autrices, illustratrices, vulgarisatrices... Il y avait beaucoup de mots. Il y avait beaucoup de mots, puis je pense qu'il y en avait trop, finalement. Oui, ma présentation était trop longue, c'est ça qui arrive. Elles sont toujours bonnes, tes présentations, non, mais là, quand même. Elle était longue, fait que voilà. Alors, c'est ça. Bon, ben oui, Nathalie, toi aussi, ça a bien été. Oui, j'ai passé un bon week-end. Je suis allée voir ma belle-maman qui est dans une résidence à Victoriaville. Alors, c'est intéressant parce que, justement, on va en parler de gens qui, parfois, vivent dans des résidences, parfois vivent, je ne parle pas de ta belle-mère, mais vivent parfois de l'isolement. Alors, justement, on a des jeunes, évidemment, qui s'occupent de les distraire, entre autres. Alors, mais ils vivent tous un peu de l'isolement. Tu sais, même si je vais la voir, elle demeure à Victoriaville. C'est pas la porte. Elle passe ses journées seule, pas mal. Alors, vivement le bénévolat. Exactement. Alors là, on va accueillir M. Kervadec. Bonjour, de la Ville de Laval. Oui, bonjour. Alors, on plonge tout de suite dans notre sujet, cette fameuse station culturelle Momo. Momo pour Montmorency, c'est le secteur, oui, exactement, qui définit. Oui. Ouais, alors, c'est votre deuxième édition? Effectivement, forte du succès de sa première édition, la station culturelle Momo se redéploie pour une nouvelle édition, donc au cœur de Laval, effectivement au secteur Montmorency, donc pour célébrer les beaux jours de l'été, du 1er août jusqu'au 29 septembre. Eh oui, exactement. Donc, c'est vraiment pour tout le restant de l'été, à toute fin pratique, là. Et puis, évidemment, c'est un lieu très particulier, un espace de vie à la fois verdoyant, où on retrouve plein d'activités. Parlez-nous-en et faites-nous aussi peut-être le bilan de cette première édition, de l'édition de l'an passé. Oui, bien sûr. Donc il s'agit d'une installation extérieure qui a été présentée l'an dernier pour la première fois dans le secteur juste en face du métro Montmorency. On en a tiré un bilan très positif. C'est avant tout un nouveau milieu de vie qu'on a essayé de créer en fait dans ce secteur de la ville. Et les usagers, les citoyens et les citoyennes de Laval ont été au rendez-vous. Donc cette année, le projet revient et est présenté à la place publique de la place Belle, donc à quelques pas de là. C'est avant tout une installation extérieure qui invite les gens
gens à se rassembler, à se retrouver, à vivre des expériences culturelles et artistiques variées tout au long de l'été. Donc on vient à la station Momo pour travailler, mais aussi pour boire un verre, manger, profiter du soleil et puis vivre une multitude d'expériences ludiques, culturelles et artistiques. Et on est tout juste à côté de la station de métro. Alors forcément, le centre-ville de Laval qui veut en même temps dynamiser, en fait, dynamiser l'endroit. Et puis en même temps, c'est vraiment fait pour... c'est ça, c'est intéressant parce que vous avez aménagé aussi tout un... des espaces au niveau de la végétation. Et tout ça est quand même accessible également. Effectivement, c'est un nouveau milieu de vie qui est complètement accessible, gratuit. On a travaillé avec l'équipe d'Air Commune, qui est une firme en fait spécialisée en design d'événements, qui a puisé son inspiration dans les éléments, donc l'eau, la terre, le feu, qui ont vu des couleurs, des matières, des usages, et ils ont donc bâti cet aménagement qui est composé en fait de différentes gammes de mobilier. On voit des estrades, des tables pique-nique, des hamacs. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace en fait créatif avec de multiples vocations. Donc il y a aussi des tables avec des branchements électriques, il y a du Wi-Fi partout, une aire ludique en fait pour que ce soit aussi un lieu en fait qui permet d'accueillir tous les âges, des familles où on offre des jeux en libre service aussi complètement gratuits. Puis c'est une aire pour socialiser, comme je disais, là, pour se retrouver et puis pour vivre des expériences. On peut y travailler, on peut s'amuser, mais vous parliez d'événements, en fait, de rendez-vous, d'événements artistiques. Parlez-nous-en. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Bien sûr. En fait, le ciment de tout ce projet, c'est vraiment de rendre accessible l'art et la culture à tous le plus simplement possible. Donc, en fait, on propose une programmation de haute qualité, accessible et inspirante tout au long de ces 8 semaines. On travaille finalement par différentes genres de séries qui se succèdent toutes les semaines. Donc, en fait, quand on vient les jeudis soirs, par exemple, c'est des spectacles d'humour, de musique. Le vendredi, c'est musique du monde. En fin de semaine, c'est seulement les dimanches, c'est notre série Momo en famille pour justement un public familial. Donc, en fait, c'est plus de 40 activités qui sont proposées tout au long de ces 8 semaines et 100 artistes qui vont performer sur la scène de la station Montmorency. Momo, pardon. Et puis, c'est aussi une grande variété de disciplines puisque on accueille des spectacles de cirque, mais aussi de la danse, de la musique, de l'humour, etc. Donc, c'est vraiment une manière pour nous de montrer toute la diversité et toute la vitalité de la scène artistique québécoise, parce que ce sont des artistes de Laval, mais aussi du Québec qui vont performer sur la scène de la station. Vous avez fait quand même, de la plantation, on parle d'une quarantaine de bacs qui ont été plantés, 200 vivaces, des arbustes, des arbres. Alors ça, évidemment, ça contribue aussi à contrer les îlots de chaleur en même temps. Exact. Nous sommes vraiment situés dans un quartier qui est très urbain, très cimenté. Donc effectivement, où il peut faire très très chaud et très vite. Donc notre volonté, c'était rendre ce lieu-là verdoyant, comme vous dites, accueillant. Et donc on a travaillé fort pour disperser sur l'ensemble de notre aménagement effectivement une quarantaine de bacs, plus de 250 plantes vivaces, mais aussi des arbres en pot, de manière à que ça apporte que ça apporte de la végétation, que ce soit un peu plus agréable. Et puis rendre le tout aussi accueillant pour le public qui choisit de s'y installer. Ah, c'est une vision vraiment qui redéfinit un peu l'espace urbain. On voit ça à peu près dans toutes les grandes villes maintenant. Alors, ces espaces urbains, évidemment, c'est toute une autre vision, une autre approche. Et ça manquait un peu à Laval, au fond. Oui, mis à part les parcs. D'avoir un milieu de vie. Ouais. Les parcs sont très fréquentés à Laval, mais d'avoir un milieu de vie comme la station culturelle Momo dans un environnement qui est urbain assez dense, comme notre centre-ville, en tout cas ce secteur du centre-ville, c'est vraiment unique. C'est un projet qui n'avait jamais existé auparavant. Puis il y a une forte volonté aussi municipale que ce secteur de la ville de Laval devienne vraiment un pôle culturel et artistique. Donc comment l'art, le design, l'architecture peut amener en fait à transformer le territoire, puis à transformer justement ce centre-ville au fur et à mesure des années. Donc c'est vraiment une première pierre à l'édifice, mettons, mais c'est vraiment une volonté que l'art et la culture transforment le territoire durablement. Et puis, il y a eu, j'imagine, un long processus avec la firme qui s'est occupée de tout cet aménagement Air Commune. Et puis, parce que c'est un projet, souvent, c'est une firme qui peut livrer des projets comme ça clé en main.
Bien sûr, effectivement, le clé en main était très important. Alors, effectivement, un long processus. On a en fait invité plusieurs firmes à postuler, en tout cas à déposer une proposition, puis c'est Air Commune qui a été retenue. Notre volonté, c'est que ces installations, bien sûr, soient reproposées d'année en année. Là, ce qu'on a proposé, c'est sur un objectif de 2 à 3 ans. Toutes nos installations sont majoritairement faites en bois, donc ça a une durée de vie quand même assez limitée. Mais à la vue du succès, je pense qu'on va réussir année après année à maintenir ce beau projet-là pour que ça devienne un lieu emblématique aussi du secteur où on aime se retrouver et où on aime venir vivre des expériences variées. C'est ça. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'art s'invite à à notre pause dîner, dans le sens que même si on va luncher là, prendre notre lunch, on peut voir des prestations artistiques. Oui, tout à fait. En semaine, spécialement en septembre, parce que c'est un quartier qui est fréquenté par beaucoup d'étudiants. Il y a plus de 10 000 étudiants qui fréquentent le secteur. Forcément, oui. Il y a le les cégep qui est pas loin. Les collèges. Oui, exactement. Donc, notre objectif aussi, c'était surtout le cas l'an dernier, puisqu'on était essentiellement en septembre, mais de nouveau cette année, c'est que ça soit aussi un lieu propice pour les étudiants. Donc, les mardis midi en septembre, on a notre série L'Entre-deux artistique, justement qui accompagne la pause repas des étudiants. Donc, ce sont des spectacles de danse, des déambulations percussives, du théâtre, d'improvisation. Donc, il y aura toujours une pause artistique tous les mardis en septembre pour les usagers du secteur. Comme c'est un endroit où on peut aussi boire et manger, alors il y a des DJ qui peuvent animer également. Oui. Alors, c'est vraiment très, très varié. Je pense ça mérite d'aller voir sur votre site tout ce qui s'y passe, la programmation et tout. Et quand il pleut, est-ce que vous avez des aménagements? Est-ce que vous avez pensé à des aménagements pour se protéger des intempéries, comme on dit? Alors, c'est sûr que quand il pleut un petit peu, on a quand même des aménagements avec des toiles qui permettent de s'y recueillir. Après, s'il pleut beaucoup, malheureusement, comme on est dans l'espace public à l'extérieur, ça fait un peu partie du jeu. Malheureusement, on va devoir annuler certaines prestations si vraiment on ne peut pas se dérouler dans les bonnes conditions. Mais ça, c'est vraiment en cas de forte intempérie. Mais sinon, il y a toujours possibilité de se retrouver dans nos gradins ou bien même à côté, à la Cité de la culture du sport pour aller se recueillir pendant l'averse et puis ressortir par la suite. Vous avez un bar sur place, mais qui n'est pas ouvert, il n'est pas toujours ouvert. Vous l'ouvrez seulement lors de certaines activités. Cependant, autour, il y a beaucoup de restaurants. Oui, tout à fait. Notre bar est ouvert à raison de 3 fois semaine environ. Les soirs, on a des activités. Mais dans tout le secteur qui est en pleine transformation, comme je disais, il y a plus d'une quinzaine de restaurants qui ont pignon sur rue vraiment de chaque côté de la station culturelle Momo, dont certains qui ont ouvert il y a juste quelques semaines là, à l'espace Montmorency. Donc, c'est très facile soit d'aller manger sur place, soit de commander à emporter et puis de manger le mets commandé à la terrasse de la station culturelle Momo. C'est ça, parce que vous ne proposez pas, il n'y a pas de nourriture sur place. Non, à la station. Il faut aller chercher sa nourriture ou amener notre pique-nique. Ouais. Effectivement, bien sûr, les pique-niques sont autorisés, mais comme il y a beaucoup d'offres culinaires aux alentours, on ne voulait pas rajouter une autre offre et puis on espère surtout que les usagers puissent consommer sur place, aider aussi tous ces restaurants-là qui viennent d'ouvrir, mais tout en consommant puis en écoutant nos spectacles à la station. C'est une excellente idée. Alors, un espace, évidemment, à la fine pointe de la technologie, mais aussi qui est quand même accessible. Je me demande, est-ce que vous avez tenu compte aussi de l'accessibilité universelle pour les gens qui sont à mobilité réduite et tout? Oui, tout à fait. En fait, les aménagements de la station, en fait, c'est comme une grande terrasse à ciel ouvert, donc composée d'un deck en bois. Et on peut facilement, grâce à un système de rampe, accéder à cette terrasse pour les personnes à mobilité réduite. Puis ensuite, circuler quand même assez librement dans nos différentes installations là aussi. Donc, on a essayé de penser vraiment à tout type de public pour rendre nos espaces vraiment accessibles au plus de monde possible. Alors donc, la station culturelle Momo, qui est située sur la place publique de la Place Belle, faut le dire, au 1950 rue Claude Gagné. Alors, vraiment tout près de la station Montmorency, on le comprend. Maintenant, c'est vraiment très accessible. Alors, vraiment une façon de repenser la ville de Laval, le centre-ville, de revitaliser tout ça finalement. Et puis pour toute la famille également, ça touche tout le monde. Il y a des activités pour tous.
Effectivement, il y a des activités pour des jeunes étudiants qui veulent venir sur leur pause lunch, des jeunes adultes qui aiment la musique électronique, des activités pour la famille la fin de semaine avec des spectacles de cirque, de magie, de théâtre. Mais aussi de l'humour, de la musique, de la danse. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est accessible, complètement gratuit. Et tous les détails de la programmation sont sur notre site web sur momo.laval.ca où vous pouvez retrouver bien sûr tous les horaires et puis le détail de chacune de nos activités. Alors, ça a été un plaisir de vous recevoir, Frédéric Kervadec, responsable de la programmation artistique et culturelle de Station culturelle Momo. Alors, passez une bonne journée et je vous souhaite un bon été, une bonne, deuxième édition enfin, c'est pas vraiment une deuxième édition, mais c'est la deuxième année en réalité. Oui, c'est ça. Oui. Alors, longue vie à ce beau projet. Au revoir. C'est très gentil. Merci, bonne journée. Au revoir. On accueille à l'instant Simon Gamache, qui est le directeur général de Fierté Montréal, qui bat son plein, comme on dit. Enfin, on est en pleine fierté, bien sûr, et puis plein d'activités jusqu'au 11 août. Ce sera le défilé. Bonjour, Simon. Bonjour, Chantal. Alors, on se parle à chaque année. Eh oui. Alors, c'est très agréable. On va parler beaucoup aussi des journées communautaires de Fierté Montréal qui s'en viennent en fin de semaine. Vendredi, samedi prochain. Alors, c'est vraiment, ça, c'est intéressant. C'est un beau volet parce qu'en même temps, nous, à Canal M, c'est notre mission de faire découvrir tous ces organismes. Alors, tu vas nous en parler. Mais évidemment, il y a tout un contexte là, social. À chaque année, c'est autre chose. On vit plein de situations dans le monde et tout. Et puis là, on a parlé beaucoup par rapport à Fierté Montréal du renforcement de la sécurité parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'événements du genre qui ont été un peu perturbés cette année à New York. Alors là, évidemment, ça veut dire renforcer la sécurité sur les lieux. Parce que ce qu'on veut avant tout pour Fierté Montréal, c'est un espace sécuritaire pour tout le monde. Oui, c'est exactement ça. Espace sécuritaire, puis sécurité, puis il y a l'aspect de bien-être qui est très important là-dedans. Si on accueille des communautés qui sont marginalisées, il faut bien les accueillir. Donc, nous, on pense à tout, sécurité, bien-être, bienveillance, c'est important. Tu vois, on a commencé le festival, on est rendu au jour 5, on a eu un super premier week-end. Cette année, on a innové, on était au centre-ville, on était à l'Esplanade Tranquille. C'est un désir qu'on avait depuis longtemps d'être au cœur de Montréal, que les Montréalais découvrent Fierté Montréal, parce que tout le monde sait que Fierté Montréal existe, mais est-ce que tout le monde est venu? Non. Alors, en venant au centre-ville, on s'est dit, c'est bien. Et ça a dépassé nos espérances. On a nos chiffres pour le week-end. C'est ça. Donc, des milliers de personnes qui sont rentrées tous les jours sur le site du festival. On regardait les gens qui étaient certainement jamais venus à Fierté Montréal. On fait, mon Dieu, c'est ça, Fierté, c'est le fun. Mais oui, parce que c'est ça. Donc là, on a déplacé un peu l'événement. On a agrandi le territoire. C'est pas juste une histoire du village. C'est pas... Alors, c'est un peu partout. C'est un peu plus vaste que ça cette année. Oui, absolument. Puis aussi, on a des événements en salle aussi. On ouvre un spectacle à la Place des Arts ce soir.
C'est nouveau pour nous. On avait un spectacle la semaine passée à Place des Arts. Ce soir, une série de 3 spectacles de ciseaux. Je pense que c'est presque complet. Oui, ciseaux, exactement, à la 5e salle. Donc, c'est pas une grande salle non plus, mais on est passé juste... d'une salle. Ça a été présenté la première fois à l'Espace Libre, 120 sièges, et on passe à 350 Quand sièges. Même. Oui, c'est une évolution. Donc, une évolution. Donc, c'est intéressant. Donc, on y va pas à pas, d'être vraiment venir à la rencontre d'où sont les gens. C'est sûr que, oui, nos grands spectacles sont au Parc olympique le 2e week-end. Ça ouvre jeudi. Mais on ne vient pas au Parc olympique par hasard. Hein? Soyons clairs, c'est une destination. Alors, c'est donc, découvrabilité du festival est importante et pour nous, le premier week-end était un succès. Ouais. Nathalie, est-ce que tu as déjà assisté? Ben oui. Bon, tu connais bien. Je connais bien. Puis en fait, je suis régulièrement allée dans le village, sur Sainte-Catherine et tout ça, mais depuis que c'est à Montréal, c'est la première année, donc c'est la première année au centre-ville. Centre-ville, oui. C'est où précisément au centre-ville? L'Esplanade tranquille, donc c'est là où il y a la patinoire l'été. Donc on est au coin de Sainte-Catherine puis Clark, entre Saint-Laurent et Saint-Urbain. C'est juste que finalement, même la rue Sainte-Catherine ne suffisait pas. Là. Puis avec les organismes communautaires en fin de semaine, là, ça aussi, ça prend de l'espace parce que les organismes, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ils n'ont plus à payer alors pour un kiosque. Alors, ce qui fait qu'ils sont plus nombreux. Et là, évidemment, ça amène une visibilité accrue. Et combien il y a d'organismes? Bien là, c'est assez spectaculaire. Donc, avant, c'était une journée. Puis en fait, les journées communautaires avaient été créées par Diversité en 1994. À cette époque-là, c'était au Parc La Fontaine. Il y en avait une dizaine, puis ça a grossi. Et on est revenu pendant la pandémie, à cause de la distanciation sociale, l'équipe précédente avait dû les répartir sur plusieurs journées, parce que c'était les nombres de distanciation sociale. On est arrivé en 2022, on s'est dit, OK, on va mettre 2 journées communautaires. Mm-hmm. Ça a vraiment fonctionné. Et là, ça a croissance. Cette année, c'est spectaculaire, on ne s'attendait pas à ça. On a 190 d'organisations LGBTQ+, ou alliées qui se sont inscrites l'année passée. Donc, il y a une croissance de 30 % sur l'année passée, l'année d'avant, c'est un autre 20 %. Donc, un temps de croissance, c'est énorme. Ce qui fait que ça ne rentrait plus sur Sainte-Catherine. C'est fou, là. On est sur Sainte-Catherine. C'est long, Sainte-Catherine. Alors, on était de Sainte-Catherine, de Saint-Hubert à Papineau. L'année passée, on avait 96 espaces disponibles. On a tout rempli. Là, augmentation. Fait qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Alors, cette année, on ajoute Atatakan. Exact. Mm-hmm. Pas au complet, mais donc au nord de Sainte-Catherine, ce qui nous a permis d'ajouter une 30-35 kiosques. C'est formidable. Puis comme tu disais, Chantal, c'est ça. Pour les organismes communautaires LGBTQ+, c'est gratuit. Pour d'autres, c'est payant, mais on ne fait pas beaucoup d'argent avec les journées communautaires. Mais le but, c'est de découvrir, c'est d'aller à la rencontre des organismes. Et l'année passée, on avait attiré 145 000 personnes pendant les 2 journées. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est vraiment... Mais on réalise quand même, Nathalie, c'est le premier contact souvent que les gens vont avoir avec un organisme communautaire. Oui, pour des jeunes qui finalement sont jamais allés, peinent un petit peu à trouver un peu d'attention ou du moins des ressources. Ben là, c'est l'occasion rêvée. Tout est là. Tout est là. Puis une chose qui n'est pas bien connue, c'est qu'on a beaucoup d'organismes de région qui viennent pendant les journées communautaires. D'organismes LGBTQ qui œuvrent en région, il y en a beaucoup. Nous, on est en contact avec ces organismes-là à l'année longue, là, en Mauricie, dans le nord du Québec, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Abitibi-Témiscamingue, viennent à Montréal. C'est on a des organismes qui viennent de 10 régions du Québec qui vont être présents dans les journées communautaires. Puis souvent, on va aussi faire le défilé le lendemain. Alors, c'est ça. C'est vraiment formidable. Il y a absolument tout. Puis aussi, souvent, oui, on veut que les communautés viennent, mais on veut que les alliés aussi viennent. C'est vraiment fondamental. C'est complexe, les enjeux de toute la diversité sexuelle et de genre. Oui. C'est comme, parce qu'on a l'impression que, en fait, il y a une espèce de croissance là, au niveau de la diversité sexuelle. Finalement, c'est ça, c'est pas une croissance, c'est juste que on en parle. C'est comme, OK, il y a ces réalités-là qui sont là depuis longtemps, et là, on en parle. On s'ouvre à toutes sortes de différences. On n'est pas juste, avant, on parlait juste d'homosexualité. Oui, voilà, ça se limitait à peu de choses, mais là, évidemment, c'est très, très vaste maintenant. Donc, c'est différent. Alors, c'est sûr que, c'est une autre façon avec ces organismes de découvrir aussi ce qui nous convient, évidemment, les besoins qu'on a. Mais finalement, c'est quand même... là, on parlait des enjeux de sécurité. Il y a quand même des domaines. Là, on parle des Jeux olympiques. Simon, c'est sûr, on parle de l'homophobie encore dans les sports. C'est quand même, il y a du chemin à faire. D'ailleurs, vous avez choisi un porte-parole, quand même intéressant à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Nous, on a ce qu'on appelle les coprésidences d'honneur. On en a chaque année. L'année passée, il y avait Christiane Taubira. Bon, tout ça, cette année, Wissem Belgassem, qui est un joueur de foot franco-algérien, qui a vécu beaucoup d'homophobie. Il est auteur aussi, il est artiste, donc se trouve sur nos scènes.
certaine, mais Wissem est arrivé en fin de semaine à Montréal. Donc oui, qui a vécu beaucoup d'homophobie. Donc très important. Puis on le voit, puis ça continue la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Voilà. Bon. Ben, justement. Mais parlons-en. Mais il y a quelque chose, c'est absolument inacceptable, tout le cyberharcèlement que certains artistes, même que le directeur artistique Thomas Joly a vécu, mais il faut se poser la question, OK, pourquoi ça se passe? C'est que là, on a une institution. On a les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, on s'attend à quelque chose. Et là, il y a 1 milliard, 2 milliards, je ne sais pas, de personnes qui regardent, qui s'attendent à quelque chose. Et là, on change les choses vite. Ouais. Alors, c'est ça dérange, mais moi, quand j'ai regardé ça, j'ai fait, mon Dieu, c'est la chose la plus queer que j'ai vue de ma vie à la télé. Mais il y a quelque chose, et c'est sûr, de Fierté Montréal, on s'attend de ça, des Jeux olympiques, pas nécessairement. Donc, je pense qu'il faut porter attention. Oui, tout à fait. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer aussi les mentalités par des gestes comme ça, finalement. Et puis là, les gens se prononcent et la pensée évolue par rapport à ça. Évidemment, ça crée des critiques là, qui viennent avec, mais ça, c'est sûr. Qui sont inacceptables. Qui sont inacceptables, tout à fait. Et puis, évidemment, le cyber... harcèlement et tout. Alors, tout ça, on va laisser ça aux soins de la justice de régler ça. Oui. Mais chose certaine... alors, c'est ça. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit aussi que dans différents milieux, il y a encore des préjugés. Et puis, donc, ça veut dire que la raison d'être de Fierté Montréal est toujours aussi importante. Mais évidemment, on en parle à chaque fois. On est quand même une référence dans le monde, je pense, comme festival. Oui, c'est très unique ce qu'on a à Montréal. Une grande fierté dans le monde. Pas nécessairement en termes de fréquentation. On ne peut pas se comparer à Sao Paulo, Madrid ou Londres. On ne peut pas. Mais c'est en termes de comment le festival est structuré. C'est un grand festival dans une ville festivalière. Donc, Fierté Montréal, même Diversité avant et maintenant Fierté Montréal, depuis 18 ans, c'est bâti selon un modèle de grand festival à la montréalaise. Alors ça, c'est vraiment unique au monde. Souvent, les fiertés, il va y avoir 2-3 journées de festival. Il y a un défilé, des journées communautaires, puis c'est pas mal tout. Nous, c'est un grand festival artistique et culturel où on met de l'avant les communautés queer, culturel, des arts de la culture, là, vraiment de Montréal. Donc ça, c'est très unique. On a une chance incroyable d'avoir ça à Montréal. On fait un peu l'envie de nos collègues partout dans le monde. On est en contact tout le temps avec eux. Alors, c'est ça. C'est ça la particularité de Fierté Montréal. Et aussi, on travaille avec énormément d'organisations. L'année passée, on travaille avec 300 organisations. Donc, c'est autant des groupes communautaires, des entreprises, des institutions, des consulats, des syndicats. Et ça, c'est la force, puis aussi, c'est ce qui fait que c'est complexe, Fierté Montréal, à gérer. Oui, mais qu'on peut être critiqué parce qu'on parle à tout le monde. Non, je sais que c'est... Et tu en sais quelque chose, hein? À peine. À peine, oui, c'est ça. Tu as été vraiment, dès ton arrivée, finalement, à la tête de Fierté Montréal, oui, tu as eu beaucoup de choses à gérer. Alors, vraiment, et tu t'en es tiré de façon magistrale. Alors, on va prendre le temps, nous, de s'arrêter pour une pause, mais je te garde avec moi parce qu'il faut parler du défilé qui s'en vient. Il y a plein de petites choses encore à régler avant de dire qu'on est prêt, qu'on est prêt à assister à tous les événements là, puis qui s'en viennent prochainement. Vous écoutez Aime l'été. Deuxième moitié d'heure, oui, de Aime l'été. Et puis, on a gardé avec nous en studio Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal. Alors oui, parce qu'on avait encore des petites choses à dire. Et notamment, on ne va pas oublier de parler d'accessibilité parce que vous avez mis beaucoup l'accent là-dessus, Simon. Énormément. C'est important. Un festival inclusif et diversifié, donc il faut absolument l'accessibilité en fait partie. Donc cette année, on a décidé encore plus. On veut toujours aller plus loin. On n'en fait jamais assez. Par exemple, cette année, on a plus de LSQ, langue des signes du Québec, qui est intégrée. Cette année aussi, on a pour certaines présentations, on a ajouté la langue américaine des signes, ASL, sur certains écrans, donc c'est important. Aussi, on s'est dit, OK, c'est bien beau, on fait des belles choses, mais ça serait bien de se faire évaluer. Donc, on travaille avec Kéroul, organisme accrédité par le ministère du Tourisme, justement, qui regarde la référence. La référence. Ouais. Donc, on travaille avec Kéroul cette année. On a eu de la formation pour les équipes à la fin du printemps, début de l'été. Alors, c'est ça. Donc, on continue dans ce sens-là. Parler des journées communautaires tantôt qui prennent de l'ampleur. Donc c'est sûr que... ça prend des toilettes aussi, donc toilettes accessibles. Donc, on a plusieurs postes de toilettes accessibles. Parc olympique aussi. L'Esplanade tranquille, on en parlait, c'était parfait pour ça. C'est un lieu qui a été pensé pour justement l'accessibilité. Donc, tout est là. On n'est pas parfait, mais on travaille fort justement pour aller toujours plus loin.
Il y a toujours des choses à améliorer, c'est bien normal. Et puis, alors là, il y a le défilé qui s'en vient aussi, le 11. Alors, évidemment, ça, la fin de semaine prochaine, il ne faut pas manquer le volet communautaire, ça, on l'a dit, tous ces organismes très importants. Et puis, on parlait aussi des régions qui sont quand même... vous êtes, forcément, ça fait des petits en région aussi, là. Oui. Ils viennent, les organismes de région viennent nous voir ici à Montréal, mais eux autres aussi sont très actifs là-bas. Ils sont très, très, très actifs. Puis des fois, on peut avoir une idée, il faut venir à Montréal pour être soi-même. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des réalités différentes dans chaque région. D'ailleurs, sur Canal M, on a une série de podcasts qu'on a développés l'année dernière. Canal M l'a reprise, Ensemble pour tous. Puis justement, c'est sur les réalités LGBTQ+, en région. Et ça. À la grandeur du Québec. Donc, c'est quoi être un couple homoparental en région? C'est quoi d'aller dans un bar en région? C'est quoi développer une fierté à Coudjouac? Donc, c'est pas la même chose. Oui, c'est ça. Donc, il y a tout ça. Donc, et c'est possible. C'est possible d'avoir une vie queer en région. Et des fois, on se rend pas... J'ai une statistique que j'aime citer, mais je pense que 40% des familles homoparentales au Québec ne vivent pas à Montréal. Ah, elles quand vivent même, en région. Tu vois, on a cette espèce d'impression. Non, mais non, on veut la même chose. On veut les mêmes choses. On veut de l'espace, on veut respirer, on veut du grand air. Donc, bon. J'avais vraiment l'impression que les gens, davantage les jeunes, je crois, qui avaient besoin de réponses ou qui allaient chercher ils devaient venir à Montréal. J'avais cette impression-là. De moins en moins. Puis, tant mieux. Puis, l'Internet aussi qui est disponible, les réseaux sociaux qui ont quand même un bon côté. Donc, oui, cette vie-là. Le défilé, il faut en parler. Le défilé. Alors là, c'est le 11. Alors, ça part d'où? Puis ça s'en va où? Donc, ça, toujours René Lévesque. On part de Metcalfe. Cette année, un changement. On a fini à Tatéken. Donc, on rentre dans le village. On avait ce désir-là. Aussi, on voulait... il était long, là. Il était long, puis je ne vais pas embarquer dans l'énergie financière, mais le festival, c'est dur cette année, là, pour tous les festivals. On regarde pour tout rationaliser nos dépenses, tout ça. Alors, ça permettait un peu de couper des coûts, mais surtout, ça permettait de rentrer dans le village directement puis de dynamiser le village. On finissait à la fin du village, à Alexandre-de-Sèvres. Là, on arrive au centre du village. En termes d'accès au transport en commun, c'est plus facile. Il y a 2 stations de métro à proximité. Alors, c'est ça. Donc, on arrive là. Encore cette année, encore une année record pour le défilé. Beaucoup plus d'inscriptions, une augmentation de plus de 20 sur l'année passée. L'année passée, on avait une augmentation de 25 Donc, tout est en croissance à Fierté Montréal, ce qui veut dire qu'il y a un besoin pour nous. Puis après ça, c'est le gros party au Stade olympique. Oui, alors, il y a 2 stations de métro. Justement, on prend le métro, on s'en va au stade. Oui. Alors, pour le gros party de la fin. Gros party. Merci, Simon. On vous souhaite plein de soleil. Oui, ça regarde beau pour cette semaine. Oui, c'est ça. Cette semaine annonce tout le temps beau. Oui, puis pas trop chaud. Ça va être merveilleux. Merci, Bravo. Simon Gamache. Et encore une bonne édition, là. Alors, bonne semaine. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fierté. Merci. Alors, pendant ce temps, M. Desbiens, Alain Desbiens, était en attente au téléphone, oui, pour parler de la Fondation Sony. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Oui. Alors oui, c'est parce que je me battais avec mes écouteurs. Et puis, j'étais mêlée dans mes écouteurs. Mais bon, alors vous allez bien. Et puis là, on va parler évidemment d'une fondation qui est vraiment très inspirante. Parce qu'en fait, la Fondation Sony, en fait, ça a commencé il y a combien de temps à peu près? On dit qu'on était à notre 10e édition qui finit.
D'accord. Et bon, alors évidemment, tout est parti d'une idée que vous avez eue suite au décès accidentel de votre fils qui est décédé à l'âge de 14 ans. Écoutez, libre à vous d'en parler, de nous dire un petit peu les circonstances, c'est-à-dire enfin, qu'est-ce qui vous a amené? Ben, d'abord, il était très sportif, hein? Oui, c'était un petit joueur de soccer. Oui, exactement. Puis il se donnait beaucoup aux autres. Hein. Il avait quand même cette espèce de facilité à entrer en communication. Et puis, alors, c'est un peu ça qui vous a inspiré pour votre fondation. Exactement. Dans les 4 jours qu'on l'a cherché, finalement, il y a eu une recherche de 4 jours. On a rencontré des gens, puis tous les gens le connaissaient, autant de tous les styles de la société. Comme je dis, autant des gens. Je vous explique, j'ai rencontré un Amérindien. Vraiment, c'est dommage, là, c'était un junkie. Puis il vivait, c'était un itinérant, puis j'ai montré la photo parce que je cherchais Sonny, puis il m'a dit que Sonny elle allait jaser avec de temps en temps. C'est des choses qui vont frapper. Il avait 14 ans, là, tu sais. Oui, c'était comme une vieille âme en même temps. On peut dire ça, oui. Oui. Il avait donc... Alors, tout le monde le connaissait. C'est ça, il entrait facilement en communication. Ça pouvait être des gens âgés. Bref, alors, c'est après que son décès que là, vous avez eu plein de témoignages comme ça. Et puis là, vous avez eu l'idée comme ça de partir une fondation, justement. Et en fait, ce sont des jeunes de 12 à 17 ans qui viennent, en fait, qui vont soit dans des CHSLD, mais qui vont faire du bénévolat. Mais, mieux que ça, c'est des jeunes qui lèvent la main pour aller aider dans les services de santé au profit des aînés. Ah là là, ouais. Donc, c'est vraiment envers les aînés. Oui. OK. Et puis c'est les ça. aînés des CHSLD, tout a débuté là. Mais là, comme je vous dis, on a des joyeux problèmes, dans le sens que cette année, on a beaucoup de bénévoles. On a 1200 jeunes qui ont levé la main. Wow. On a 248 CHSLD participants. Mais malgré tout, pour toutes sortes de raisons, il y a des jeunes qu'on n'est pas capable de placer. Pour toutes sortes, comme je vous dis, toutes sortes de raisons. Donc, on a débuté déjà des projets pilotes dans des résidences, on va dire, les nouvelles maisons d'aînés, maisons d'aînés alternatifs. Même en Outaouais, il y a 2 hôpitaux qui ont été ouverts aux jeunes pour justement ouvrir des départements pour pouvoir amener plus de jeunes. Puis on a des idées là, dans les prochaines années pour faire développer là, que tous les jeunes puissent aller faire du bénévolat. Quand tu lèves la main pour aller faire du bénévolat, normalement, tu devrais être capable de le faire. Ben oui, parce qu'on n'en a jamais assez de bénévoles, il me semble. Vous êtes dans la région de Trois-Rivières. Nous autres, on est dans la région de Shawinigan. Shawinigan, c'est ça. Mais par contre, on a 20 ententes avec les 6 CCIUS au Québec. Okay. Donc, les jeunes sont partout. Là. C'est ça, vous êtes partout au Québec. Ça, c'est intéressant. Et ce sont souvent soit les CHSLD, enfin les organismes qui peuvent faire la demande. On peut les solliciter aussi? Exactement, oui. Mais en fait, ce qui est intéressant... régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est que, vous les formez. Oui. Vous formez les jeunes. Avant d'aller faire le bénévolat, les jeunes reçoivent toute une formation. Quel genre de formation ils reçoivent? On peut faire ça, c'est la formation Sonny. C'est de base pour comment s'adresser à un aîné. Il y a la manipulation de fauteuils roulants, les styles de manger mou, toutes sortes de choses comme ça, la politesse, on va dire... Tout ce qu'il faut savoir, finalement, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne remplace pas un préposé, là. C'est pas la question, c'est juste qu'on accompagne. Et moi-même, ayant travaillé comme... Oui, j'ai déjà travaillé... avec le service de loisirs, eux autres, c'est ça. Oui, alors c'est ça, ayant travaillé comme aide de service à un moment donné pendant la pandémie, oui, c'est ça, on accompagnait, mais là, ça prend plus que ça. Souvent, évidemment, c'est ces jeunes qui, parfois aussi, peuvent discuter. Finalement, c'est tout l'aspect intergénérationnel qui est intéressant aussi. Exactement. Parce que les jeunes tirent beaucoup de cet échange avec les gens d'un certain âge. Gagnant, vous savez. Ouais. Les aînés, en moyenne, ont de la communication avec une personne d'un CHSLD environ 1 minute et demie par jour. Quand un jeune lui donne 1 heure, vous imaginez comment c'est?
Ouais, je voyais des photos, là, ça pouvait être, par exemple, une jeune fille qui va appliquer du vernis à ongles, et pendant ce temps-là, on fait la conversation. Et puis, finalement, chacun peut apporter aussi, s'apporter mutuellement, parler de Les toutes jeunes ont sortes. des talents, il faut s'en servir aussi, il faut se servir de ce qu'ils peuvent apporter aussi, oui. Exactement. Et puis, en fait, on les appelle les Sonny parce que, on devine que votre fils s'appelait Sonny Desbiens. Alors, c'est ça, mais c'est très cute parce que, oui, on les appelle les Sonny. Alors, vous avez plein de Sonny. Vous savez, là, comme je vous dis, on a des petits problèmes, mais des joyeux problèmes, dans le sens qu'on a cette année dénombré 8, parce qu'on a fait un sondage, voyez-vous, pour savoir si les jeunes seraient intéressés à aller travailler dans la santé de nos jeunes. Mm-hmm. Sur 1200, on a 809 jeunes qui désirent aller travailler en santé. Des jeunes de 12 à 17 ans, là, il reste à tenir leurs intérêts pour les années à destination. C'est ça, parce Donc, que ça on a développe des bons intérêts pour partenaires. l'avenir. Oui. Ouais. Exactement. On a des bons partenaires présentement, puis on a déjà des pistes de solutions pour amener ces jeunes-là à destination. Donc, c'est ça qu'on vise à faire. Le Québec, on a beaucoup besoin. Mm-hmm. Puis je pense qu'on ne peut pas être la solution, mais on peut être une partie de la solution, par contre. C'est ça. Et tous ces jeunes qui développent l'empathie, la solidarité, plein de belles valeurs, finalement, très intéressant. Et non seulement ça, évidemment, il y a c'est toujours aussi les sous qui sont importants parce qu'évidemment, à la Fondation, il y a des sous aussi que vous devez dépenser pour former ces jeunes-là. Il y a plein de choses. Ça peut être il y a des gilets. Les gilets, il faut acheter ça. Alors, on achète des milliers de gilets là, pour les jeunes. Il y a des dépenses, c'est ça. C'est normal. Il y a Rosalie Vaillancourt qui vous a fait un don de 100 000 $. C'est quand même, c'est une somme importante. Rosalie a passé dans la Fondation quand même une vitesse folle. Elle a resté un an avec nous autres. Mais quand même, elle a apporté un beau 100 000 $ pour la Fondation. On l'apprécie. On lui doit tout à Rosalie. Là. Vraiment, là, c'est une personne qu'on va garder dans notre cœur pour tout le temps. Oui, c'était évidemment la somme d'argent qu'elle avait gagnée suite à sa victoire à l'émission LOL, Qui rira le dernier. Alors, souvent, c'est ça qui est intéressant dans ces fameux concours, un peu genre télé-réalité. Et puis, souvent, les artistes, enfin, les participants vont donner leur cachet à des organismes communautaires. On l'a vu aussi dans l'émission Sortez-moi d'ici. Alors, c'est intéressant. Chacun choisit sa fondation. Mais évidemment, c'est très... là, vous avez... là, j'allais dire... à quel moment vous recrutez précisément les jeunes? Parce que là, évidemment, j'allais dire, vous êtes déjà pas mal nombreux, là. On a 2 périodes de recrutement. On fait du recrutement au printemps pour nos bénévoles, mettons qu'on va dire les bénévoles individuels. Ça, c'est Puis après ça, il y a une autre période de recrutement en septembre. Là, c'est les écoles, souvent, qui vont inscrire des groupes. Il y a plusieurs choses. Voyez-vous, une demande, je vous explique, on a eu une demande de la communauté chinoise de Montréal. Okay. Il y avait 100 jeunes, des jeunes Chinois entre 12 et 17 ans qui parlent français, qui voulaient venir faire du bénévolat avec la Fondation. Cette semaine, j'ai reçu l'appel des cadets ici au Québec, 52 corps de cadets qui, éventuellement, dans les 5 prochaines années, aimeraient inscrire leurs membres. On parle de 4000 membres. C'est des choses extraordinaires, des choses comme ça qui arrivent là, avec qu'est-ce qu'on fait. Là. Aviez-vous anticipé ça? C'est vraiment une belle surprise pour vous? Incroyable. Oui. Enfin, au moins, je veux dire, j'imagine qu'en tant que père qui a perdu un fils, je veux dire, c'est un baume en quelque sorte, c'est-à-dire que ça apporte, quand vous faites du positif avec tout ça, c'est merveilleux. Il y a un peu de famille dans chacun de ces jeunes-là, vous savez. Hein. Oui, exactement. Et puis, c'est sûr que aussi, on sait que les écoles aussi ont des programmes où les jeunes doivent faire du bénévolat, donc ça fait un petit peu partie de ça aussi. Mais en fait, c'est toutes les valeurs que la formation que vous leur donnez, la préparation, et puis après ça, tout le contact, ça va faire des individus, des citoyens beaucoup plus sensibilisés. Il y a encore quelque chose que d'autres n'ont pas, là. C'est normal. Exactement. Donc, on peut aussi donner à votre fondation sur une base volontaire. Exactement. Et puis, puis quand on est un organisme, on peut faire appel à vous. On va sur votre site Internet pour avoir tous les détails. Oui, on peut nous écrire. D'accord. Alors, c'est votre adresse Internet? C'est fondationsony.org.
.org, oui, voilà. Le site web. En tout cas, j'ai lu de beaux commentaires, les gens qui sont ravis, évidemment, de cette présence des jeunes, donc des jeunes de 12 à 17 ans qui sont présents un peu partout à travers le Québec, dans les CHSLD, notamment les résidences pour aînés. Alors, merci beaucoup d'être venu nous parler, M. Desbiens. Vous me donnez la permission, j'aimerais remercier les parents de tous ces jeunes-là. Ah, c'est vrai, les parents. Qui nous prêtent leurs enfants, vous savez, hein, des jeunes d'entre 12 et 17 ans, c'est les parents qui nous les prêtent. Ouais. J'aimerais les remercier, ils ont compris, puis sont en arrière de tous ces jeunes-là, puis on est vraiment fiers. Merci beaucoup. C'est ça. Puis, bien évidemment, les activités, ça dépend toujours du jeune aussi. Hein. Ça peut être, si tu as du talent dans le dessin, ça peut être ça. Ça peut être d'aller prendre des marches à l'extérieur. Il y en a qui chantent, qui dansent, qui font de la gymnastique, il y a de tout. Là. Donc, voilà. Vraiment, c'est une façon de faire valoir ses talents en même temps. Monsieur Desbiens, je veux juste vous dire que votre fils serait fier. Il doit être fier parce qu'il est avec vous au quotidien, j'en suis persuadée. C'est gentil de le mentionner. Merci beaucoup. Merci, M. Desbiens. Au revoir. Au revoir. Au revoir. You're my fault.
Alors, la suite de Aime l'été, mais ça s'achève, oui. Puis on devait avoir une invitée qui est... en fait, Chloé et Germain Terrien, on a encore un problème de ligne, mais ça fait partie d'eux. Je pense que tout le monde est au courant que, oui, quand on fait... Tu sais, maintenant, avec les cellulaires, là, des fois, c'est possible de nous joindre. Des fois, c'est impossible. Mais c'est ça. Je pense que ça fait partie du direct aussi. Et puis, c'est pas toujours facile. Et puis, des fois, c'est eux qui essaient de nous rappeler. Puis, pendant ce temps-là, de toute façon... Alors, mais juste vous dire que c'est quand même quelqu'un de très intéressant qui, en fait, qui est illustratrice. Ah, ce mot-là n'est pas facile. C'est pas facile. Puis je le marque toujours en gros parce que oui, j'ai buté dessus au début de l'émission. Et elle est bédéiste, vulgarisatrice. Alors, ça fait beaucoup de mots. Et je disais qu'elle aimait beaucoup sa planète parce qu'elle a écrit aussi un livre sur la crise climatique, comprendre et y faire face, mais c'est destiné aux jeunes. Ouais. Mais c'est une fille qui a tout un parcours. Là. Elle est, je pense, même conseillère municipale. Elle fait du documentaire, cinéma d'animation. Enfin, bref, elle a tout un parcours. Alors, mais quelle bonne idée, par exemple, d'expliquer aux jeunes la crise climatique. Ouais. Parce que je trouve que de plus en plus, les jeunes aujourd'hui, ils font de l'éco-anxiété. Et puis, c'est très angoissant. On ne sait pas ce qui nous attend. Écoute, je regardais juste en Floride aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu, là, les inondations, ça n'a pas de bon sens. Absolument. C'est sûr que c'est épeurant pour un jeune. Alors, de leur expliquer ce qui se passe et ce qu'il faut faire aussi. Tout à fait, parce que là, surtout, je vais dire, à chaque été maintenant, je te dirais que moi qui ne pensais pas être éco-anxieuse, je pense que je le suis. Ouais. Parce que à chaque été, là, je me dis, à chaque début d'été, je me dis, ça y est, les feux de forêt. Ouais. Là, je sens déjà... je me sens angoissée déjà à l'idée que l'été commence et puis qu'on va qu'on va vivre ces épisodes de feux de forêt et tout, et de chaleur intense. Ouais. Alors, puis des épisodes extrêmes. C'est ça, de plus en plus, ça m'angoisse. Et là, en plus, je me sens coupable de partir mon air climatisé. Oui. Parce que ça aussi, c'est une autre affaire. Si tout le monde avait un air climatisé, c'est tellement pas bon pour l'environnement, puis on nous le dit. Je sais pas si j'allais en forêt, là, puis que je pense que j'aurais peur de me faire un feu. Je pense que j'en ferais pas. Non, mais je pense... Non, mais on ne sait plus comment agir. C'est rendu comme ça. Non, on ne sait plus comment agir. Ouais, effectivement, c'était peurant. Donc, un livre pour... Ça, c'est quand on quand on recevra Madame Germain Terrien, oui, c'est ça. Donc, d'ailleurs, en fait, elle a eu, je pense, une demande avec la Fondation David Suzuki. Alors, vraiment, puis elle a fait plein d'autres choses, en tout cas. Mais on va se reprendre de toute façon. Alors, réalisatrice, c'est ça. Elle a travaillé aussi avec comment s'appelle-t-elle? Là, je perds le nom. Hein, enfin, je vais y revenir. Voyons, Lavalette, là. Ah Anaïs. Oui, Anaïs Barbeau. Oui, Barbeau, c'est ça. Lavalette. Elle a travaillé avec elle. Alors, c'est ça. Mais en tout cas, chose certaine, on va s'arrêter le temps d'une petite pause, juste reprendre notre souffle. Et puis, on ne sait jamais, peut-être qu'on va l'avoir à l'autre bout du fil. Mais cela dit, c'était très intéressant avec aussi M. Desbiens et les Sony qui se promènent un peu partout à travers le Québec. Ces jeunes qui font du bénévolat, c'était très, très beau à entendre. Oui. Comme je disais, le centre où je suis allée en fin de semaine, là, il devait y avoir une dizaine de personnes âgées qui étaient assises. Les personnes étaient toutes assises, ils regardaient la télévision, ils étaient seuls. Oui, je sais. J'ai vu ça aussi quand j'allais visiter mon père. C'est les gens qui n'ont rien à faire. Oui, tout à fait. Certains dorment, d'autres écoutent la télé. C'est triste, là, parce qu'évidemment, il y en a des choses à faire. C'est pas qu'il y a plein de choses à faire, mais sauf qu'on ne leur donne pas la possibilité. On n'a pas les ressources pour le faire. Ça aussi, c'est une source d'anxiété. On vit des choses, le domaine de la santé. Alors, on parlait d'environnement, puis des crises, de la crise climatique, tout ça. Puis, moi, ça m'angoisse là, à chaque année. Là, quand arrive l'été, j'ai pratiquement hâte à l'hiver. Oui, tout à fait. Alors, on s'arrête le temps d'une pause, puis on reprend notre souffle. On parlera aussi peut-être des invités de demain. Oui, bonne idée.
Alors, Nathalie, oui, c'est la suite de Aime l'été, là. Et bien sûr qu'on avait un invité qui était prévu, mais on n'arrive pas à joindre. C'est ça, c'est les joies du téléphone. C'est comme ça. Mais de toute façon, tu sais que c'est pratiquement pas arrivé de l'été. Hein? Non, on a été très chanceux. C'est la première fois. Alors, vraiment, c'est pas grave. Mais tu sais que j'aimerais en profiter et je vais prendre 30 secondes pour te parler de Banksy. Alors, il y a une grande exposition, Banksy sans limite, qui débarque à la Maison du Festival. C'est le 16 août. Moi, je ne sais pas si tu connais Banksy, là, c'est un artiste, en fait, personne, on ne sait pas c'est qui. Est-ce un homme, est-ce une femme? On ne sait pas du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un artiste qui produit du street art engagé. C'est l'un des plus grands artistes politisés au monde. Je suis certaine que, bon, je vous dis Banksy, peut-être que ça ne vous sonne pas de cloche, mais si je vous dis c'est un pochoir, c'est une petite fille qui tient un ballon rouge ou... Banksy se produit à travers le monde, Alors, sur des lieux de guerre et puis... c'est ça, dans différents lieux comme différents ça. Lieux. Et donc, il amène de la poésie, exactement. Dans le tissu urbain. Exactement. En fait, ses messages sont généralement anarchistes, antimilitaristes, anticapitalistes ou anti-système. L'espèce de fusil avec le petit... au lieu d'avoir un lance-grenade, au lieu d'avoir une grenade, c'est un bouquet de fleurs. Voilà. Alors, Banksy est reconnu et connu. En fait, est connu, oui et non, mais à travers le monde. On peut voir ses œuvres partout dans le monde. Mais tu sais qu'on a fini l'émission, hein? Alors, déjà? finalement... Oui, déjà. Ah, non. Alors, il reste 15 secondes. Alors, Nathalie, merci. On a gagné du temps ensemble, mais finalement, ça nous aurait pris encore plus de temps. Alors, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain à Aime l'été entre midi et 13h.